C'était un banal mardi après-midi quand ma vie a basculé. Moi, Friedrich Berger, 63 ans, professeur d'histoire et d'allemand à la retraite, je me trouvais dans mon bureau, en train de trier de vieux livres, quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Monsieur Croze, notre voisin d'en face. Un homme maigre, avec une barbe grise soigneusement taillée et cette habitude nerveuse de toujours remonter ses lunettes sur son nez. Il habitait le lotissement depuis 2 ans environ, un veuf qui avait quitté Munich après la mort de sa femme pour s'installer ici. Nous avions parfois bavardé par-dessus la haie, sans plus. Monsieur Berger, excusez-moi de vous déranger, commença-t-il en s'éclaircissant la gorge. Ses doigts tambourinaient nerveusement contre sa cuisse. Puis-je entrer un instant? C'est délicat. Je l'ai invité à entrer, déconcerté par son visage crispé. Dans le salon, je lui ai proposé de s'asseoir. Il ne s'est pas assis. Je ne sais pas comment commencer, dit-il en sortant un smartphone de sa poche de veste. J'observe les oiseaux depuis des années. Vous savez, l'ornithologie. C'est mon hobby. J'ai acquiescé, de plus en plus confus. Hier, avec mes jumelles, je cherchais un pic et pêche qui niche dans l'orme à côté de votre propriété. Et là. Il s'est arrêté, à des glues, difficilement. J'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. À travers la fenêtre du premier étage. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. La fenêtre du premier étage, notre chambre. Votre femme n'était pas seule, Monsieur Berger. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Monsieur Croze m'a tendu son smartphone. Avec des doigts tremblants, je l'ai pris. Sur l'écran, j'ai vu des images, floues, mais sans équivoque, Renate, ma femme depuis 38 ans, dans les bras d'un homme. Ils s'embrassaient passionnément, ses mains dans ses cheveux, sur son dos. Je suis désolé, murmura Monsieur Croze. J'ai longtemps hésité à vous montrer ces photos. Mais, j'aurais voulu le savoir. À votre place. Ma gorge s'est serrée. La pièce s'est mise à tourner. J'ai reconnu l'homme sur les photos. Thomas Wallner, notre voisin à 3 maisons d'ici. Début de la cinquantaine, agent immobilier. Sa femme était partie il y a 1 an. Quand, réussis-je à articuler. Hier, vers 2h30. Votre femme est rentrée avec lui. Ils sont restés environ 1 heure. 2h30. J'étais à la piscine municipale pour ma séance de natation pour seniors. Le mardi et le jeudi, toujours de 2 à 4 heures. Depuis des années. Renate le savait. Je suis vraiment désolé, répéta Monsieur Croze. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mais je me suis dit, vous avez le droit de le savoir. J'ai acquiescé machinalement. Merci, dis-je d'une voix neutre. Pourriez-vous me laisser seul maintenant? Quand il fut parti, je me suis effondré dans mon fauteuil. Les images sur le smartphone qu'il m'avait laissé me fixaient. Renate. Ma Renate. La femme avec qui j'avais partagé ma vie. La mère de nos 2 enfants adultes. La femme que j'embrassais chaque matin et chaque soir. Mon regard s'est porté sur notre photo de mariage, posée sur le manteau de la cheminée. Nous étions si jeunes, si pleins d'espoir. J'ai senti quelque chose se briser en moi au pas rapidement et bruyamment comme du verre qui se fracasse, mais lentement et silencieusement, comme une branche pourrie qui cède sous le poids d'un long hiver. La pendule du couloir a sonné 4 heures. Renate allait bientôt rentrer des courses. J'ai fixé le smartphone dans mes mains, me demandant comment j'allais pouvoir la regarder à nouveau dans les yeux. Quand j'ai entendu le bruit de sa voiture dans l'allée, j'ai caché le smartphone dans le tiroir de mon bureau. Mon cœur battait la chamade. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, elle posant ses sacs de courses dans la cuisine. Friedrich? Tu es là. Sa voix était comme toujours chaleureuse, familière. Comme si rien ne s'était passé. Comme si, quelques heures plus tôt, elle n'avait pas fait entrer un autre homme dans notre maison, dans notre lit. Dans le bureau, répondis-je, surpris par le son de ma propre voix brisée, étrangère. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, souriante. Ses cheveux gris blonds étaient noués en un chignon lâche, quelques mèches encadrant son visage. Elle portait un chemisier bleu clair et un jean si quotidien, si normal. J'ai trouvé cette confiture de poire que tu aimes tant, dit-elle en s'approchant, se penchant pour m'embrasser. J'ai détourné la tête, me suis levé brusquement. Je ne pouvais pas supporter de sentir ses lèvres sur les miennes.
Des lèvres qui avaient embrassé un autre aujourd'hui. Friedrich? De la confusion dans ses yeux. Tout va bien? Non, dis-je doucement. Rien ne va. Elle pencha la tête sur le côté, un geste que j'avais toujours trouvé charmant. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas la regarder. Au lieu de cela, je fixais le jardin soigné par la fenêtre. Les rosiers que nous avions plantés ensemble, pour notre 30e anniversaire de mariage. Où étais-tu cet après-midi, Renate? Une brève pause. Faire des courses, comme je te l'ai dit. Et puis j'ai pris un café chez Helga. Helga. Sa meilleure amie depuis l'université. Était-elle au courant? Était-elle sa complice? Pourquoi me mens-tu? Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles. Friedrich, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Je me suis tourné vers elle. Thomas Wallner. Ici, dans notre maison. Dans notre chambre. Toute couleur s'échappa de son visage. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Ses mains tremblaient légèrement. Comment, finit-elle par murmurer. Est-ce que ça importe? Je sentais une vague de rage monter en moi. Depuis combien de temps ça dure, Renate? Depuis combien de temps me trompes-tu? Elle s'effondra dans le fauteuil près de la fenêtre. Ce n'est pas ce que tu crois. Un rire amer s'échappa de ma gorge. Non. Alors, dis-moi. Explique-moi pourquoi ma femme emmène un autre homme dans notre lit pendant que je suis à la piscine. Les larmes lui montèrent aux yeux. Friedrich, s'il te plaît. Parlons-en. C'était une erreur, une terrible erreur. Une erreur? Ma voix montait d'un cran. Une erreur, c'est quand on laisse le fer à repasser allumé ou qu'on fait déborder le lait. Ce n'est pas une erreur, Renate. C'est une décision. Une décision contre moi, contre notre mariage. Elle pleurait maintenant ouvertement. C'est arrivé seulement 2 fois. Je voulais que ça s'arrête, vraiment. Ça ne veut rien dire. 2 fois? Comme si ça faisait une différence. Je serrai les poings, essayant de contrôler ma respiration. Depuis combien de temps vous connaissez-vous, de cette façon? Elle essuya ses larmes. Depuis la fête du quartier cet été. Il m'a aidé quand je n'arrivais pas à porter les caisses de boissons. Tu étais occupé avec Dieter au barbecue. Dieter, mon meilleur ami depuis l'école. Était-il, lui aussi, au courant? 4 mois, dis-je d'une voix monocorde. 4 mois pendant lesquels tu m'as menti tous les jours. Ce n'était pas prévu, Friedrich. C'est juste, arrivé. Je me sentais vu, désiré. C'était stupide et égoïste, je sais. Vu? Je la fixais, incrédule. Qu'est-ce que je suis pour toi, Renate? De l'air? Un meuble? Ne t'ai-je pas vu pendant toutes ces années? Elle secoua la tête. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous sommes, tombés dans une routine. Tout est devenu si prévisible. Alors c'est ma faute? Je sentais ma poitrine se serrer. Parce que je ne suis pas assez excitant? Non. Elle se leva, essaya de prendre ma main. Je reculai. C'est ma faute, uniquement la mienne. J'ai été faible et stupide. S'il te plaît, Friedrich, nous pouvons surmonter ça. Je t'aime, toi et seulement toi. Je secouai la tête. Les mots qui autrefois auraient réchauffé mon cœur sonnaient creux à mes oreilles. Je ne peux pas te parler maintenant, dis-je finalement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Friedrich, s'il te plaît. Non, Renate. Pas maintenant. Je me dirigeai vers la porte. Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir. Alors que je montais les escaliers, je l'entendis pleurer dans le bureau. Une partie de moi voulait revenir, la prendre dans mes bras, lui dire que tout allait s'arranger. Mais une autre partie, plus importante, se sentait engourdie, trahie, brisée. Dans la chambre d'amis, je m'allongeai sur le lit et fixai le plafond. 38 ans de mariage. 2 enfants élevés. D'innombrables souvenirs partagés. Et maintenant? Tout avait-il été un mensonge? Ou seulement la fin était-elle un mensonge? Je pris mon téléphone et fis défiler mes contacts. Qui pouvais-je appeler? À qui pouvais-je en parler? Nos enfants? Impossible. Dieter?
Et s'il était au courant? Je reposais le téléphone. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais complètement seul. J'ai passé la nuit dans un état entre veille et sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les images de Renat dans les bras d'un autre homme. Vers 6 heures, j'ai abandonné, je me suis levé et je me suis glissé silencieusement dans la salle de bain. Je ne voulais pas croiser Renat, pas encore. Dans le miroir, j'ai examiné mon visage. Les rides profondes autour de mes yeux semblaient s'être creusées pendant la nuit. Mes cheveux gris semblaient plus ébouriffés que d'habitude. J'avais l'air de ce que je ressentais vieux et épuisé. Après une douche rapide, je me suis habillé et j'ai descendu les escaliers en silence. La maison était calme. Aucun bruit ne provenait de la chambre. Dormait-elle? Ou était-elle éveillée, comme moi toute la nuit? Dans la cuisine, je mis le café à chauffer et réfléchis à ce qu'il fallait faire. Une partie de moi voulait juste crier, se mettre en colère, tout casser. Une autre partie l'enseignant en moi, le méthodique, le rationnel voulait en savoir plus. Voulait comprendre ce qui s'était passé, comment on avait pu en arriver là. J'ai récupéré le smartphone de Monsieur Cross dans mon bureau et j'ai regardé les photos une dernière fois. Elles étaient de mauvaise qualité, prises avec un télescope et un appareil photo de téléphone portable. Mais suffisamment nettes pour dissiper tout doute. J'ai transféré les photos sur mon ordinateur portable, puis je les ai supprimées du smartphone. Je devrais le rendre à Monsieur Cross plus tard. Avec une tasse de café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert l'ordinateur portable de Renat, qui était là comme toujours. Elle l'utilisait principalement pour les recettes et pour écrire des emails. Je connaissais son mot de passe, c'était l'anniversaire de notre fille Julia, à l'envers. J'ai d'abord fouillé dans ses emails. Rien de suspect. Ensuite, son historique de navigation. Là non plus, rien d'anormal. J'ai ouvert WhatsApp Web, qu'elle utilisait parfois pour communiquer. Un message de Thomas Waldner, d'hier matin. Tu es dispo aujourd'hui? R fait de la natation de 14h à 16h. Mon estomac s'est noué. R c'était moi. Il planifiait donc délibérément quand j'étais absent. La réponse de Renat, oui, vient à 14h30. Mais je dois partir au plus tard à 15h45. J'ai fait défiler l'écran vers le haut. Les messages remontaient jusqu'en juillet, peu après la fête de quartier. Au début, sans conséquence, puis de plus en plus intime. J'ai lu à propos de rencontres secrètes, de moments incroyables, de nostalgie et de désir. Mes mains tremblaient alors que je continuais à lire. Dans un dossier sur le bureau, j'ai trouvé des photos, des selfies de deux, dans notre jardin, dans un restaurant de la ville voisine, même une prise dans notre salon. Ils souriaient à l'appareil photo, bras dessus bras dessous, comme un couple heureux. J'ai refermé l'ordinateur portable. J'avais la nausée. Chaque photo, chaque message était comme un nouveau coup de poignard dans mon cœur. Le bruit de pas dans l'escalier m'a fait sursauter. Renat entra dans la cuisine, s'arrêta dans l'embrasure de la porte quand elle m'a vu. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait manifestement pleuré. « Bonjour » dit-elle doucement. Je me suis contenté de hocher la tête, incapable de parler. Elle se dirigea vers le placard de la cuisine, sortit une tasse. « Je peux me prendre un café aussi ?» Comme si elle devait demander la permission, dans sa propre maison. Notre mariage. Notre cuisine. Tout me semblait soudain étrange, comme si ça appartenait à quelqu'un d'autre. Bien sûr, dis-je d'un ton neutre. Elle s'assit en face de moi, les yeux fixés sur sa tasse. Tu as réfléchi? J'ai ri amèrement. Oui, toute la nuit. Et j'ai aussi enquêté. Son regard se posa sur son ordinateur portable. Tu as fouillé dans mes affaires? Fouillé. Ma voix s'éleva. Tu me trompes dans notre propre maison, et je fouille? C'est sérieux, Renat? Elle baissa les yeux. Je suis désolé. C'était stupide de ma part. 4 mois, dis-je. Depuis la fête de quartier. Vous vous êtes rencontrés dans des restaurants. Il était ici, dans notre maison, quand je n'étais pas là. J'ai pris une profonde inspiration. Vous avez même pris des photos. Comme des touristes dans votre petit pays d'aventure. Elle recommença à pleurer. C'était une erreur. Une terrible erreur. Je voulais y mettre fin, vraiment. Quand? La semaine prochaine?
L'année prochaine? Si je l'avais découvert par hasard? Elle secoua la tête. Je ne sais pas. J'étais confuse, Friedrich. Il m'a accordé de l'attention, m'a fait rire. C'était excitant, nouveau. Et moi? J'étais devenu ennuyeux. Après toutes ces années? Non. Elle prit ma main. Cette fois, je la laissai faire, mais je ne ressentis rien. Son contact, autrefois si familier et réconfortant, ressemblait à celui d'une étrangère. Tu es ma vie, Friedrich. Mon roc. Ce que j'ai fait n'a rien à voir avec toi, seulement avec moi. Avec ma stupidité, ma faiblesse. J'ai retiré ma main. Tu sais ce qui est le pire? Pas l'infidélité physique. Mais les mensonges. Chaque jour, tu m'as menti. Tu as fait comme si tout allait bien, pendant que tu menais une double vie. Ce n'était pas une double vie, protesta-t-elle faiblement. C'était des moments de faiblesse. Des moments planifiés, rétorquai-je. Vous vous êtes donné rendez-vous quand j'étais à la natation. Vous avez effacé vos traces. Ce n'est pas un dérapage, Renate. C'est de la tromperie, planifiée de sang-froid. Elle baissa la tête. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Une bonne question. Qu'est-ce que je voulais faire? Ma vie, telle que je la connaissais, était en miettes devant moi. Pourrais-je jamais recoller ces morceaux? Le voulais-je même? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je sais seulement que je ne peux plus te faire confiance. Et sans confiance, que reste-t-il? L'amour, murmura-t-elle. 38 ans de vie commune. Nos enfants, nos petits-enfants. Tout ça ne peut pas avoir été vain. Je me suis levé. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vais chez Julia. Chez Julia? La panique clignota dans ses yeux. Tu vas lui, tout raconter? Je ne sais pas encore, dis-je en me dirigeant vers la porte. Mais c'est ma fille. J'aurais peut-être besoin de parler à quelqu'un. S'il te plaît, implora-t-elle. Réglons ça entre nous. Il ne faut pas mêler les enfants à nos problèmes. Je me retournai de nouveau vers elle. Nos problèmes? C'est toi qui as créé ce problème, Renate. Pas nous. Toi. Sur ces mots, je quittai la cuisine, préparai un petit sac et partis en voiture. Chez Julia, notre fille, qui habitait à 2 heures de là. Je ne savais pas si j'allais tout lui raconter. Mais je savais que je ne pouvais plus rester dans cette maison, où chaque recoin me rappelait la trahison. Le trajet jusqu'à chez Julia se déroula comme dans un état de transe. J'empruntai la route familière, tandis que mon esprit était submergé de pensées et d'images. Des souvenirs de moments heureux avec Renate se mêlaient aux images de son infidélité. Je me demandais s'il y avait eu des signes avant-coureurs que j'avais manqués. Avais-je été si aveugle? Lorsque je me suis garé devant la maison de Julia, je suis resté assis un moment. Ma fille avait 36 ans, était mariée, mère de 2 enfants. Elle avait sa propre vie, ses propres problèmes. Était-ce juste de la charger des miens? Avant que je puisse prendre une décision, la porte d'entrée s'ouvrit. Julia était là, en jean et pull décontracté, ses cheveux bruns ressemblant beaucoup à ceux de Renate à son âge attachés en queue de cheval. Papa. Elle s'approcha de la voiture, son visage passant de la surprise à l'inquiétude lorsqu'elle me regarda de plus près. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien avec maman? Je sortis, la pris dans mes bras mécaniquement. Bonjour, Julia. Excuse-moi de débarquer comme ça. J'avais juste besoin de partir. Elle me fit entrer dans la maison, dans la cuisine accueillante qui sentait bon le pain frais. Les enfants sont à l'école, Marcus au travail. On a le temps de parler. Elle prépara du café et posa une assiette de biscuits devant moi. Je n'arrivais pas à manger. Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Je pris une profonde inspiration. Ta mère, elle m'a trompé. Les mots flottaient dans l'air, lourds et irrévocables. Les yeux de Julia s'écarquillèrent. Quoi? Ce n'est pas possible. Maman ne ferait jamais. Si, l'interrompis-je. Avec Thomas Waldner, le voisin. Depuis 4 mois. Julia s'affaissa sur une chaise. Comment tu le sais? Je lui racontai tout au monsieur Croze et ses photos, mes découvertes sur l'ordinateur portable de Renate, notre conversation de ce matin.
C'est... Je n'arrive pas à y croire, murmura Julia. Maman et papa, vous avez toujours été parfaits. Le couple de rêve. Je ris amèrement. Apparemment pas si parfait que ça. Est-ce qu'elle a dit pourquoi? Je haussai les épaules. Les excuses habituelles. Il lui a témoigné de l'attention. C'était excitant. Nouveau. Julia secoua la tête, incrédule. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas, avouai-je. C'est pour ça que je suis là. J'ai besoin de prendre de la distance, de temps pour réfléchir. Elle acquiesça, serra ma main. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. La chambre d'amis est libre. À ce moment-là, mon téléphone sonna. Renate. Je le laissai sonner. Tu ne veux pas répondre, demanda Julia. Je secouai la tête. Pas encore. Je ne sais pas ce que je vais lui dire. Elle doit s'inquiéter. Tant mieux, dis-je d'un ton plus dur que je ne l'avais voulu. Elle aurait dû penser aux conséquences avant. Julia soupira. Papa, je ne veux pas prendre parti. Mais peut-être que tu devrais lui parler. Un jour. Un jour, acquiesçai-je. Mais pas maintenant. Les jours suivants se sont écoulés comme dans un étrange rêve. J'aidais Julia dans les tâches ménagères, je jouais avec mes petits-enfants quand ils rentraient de l'école, j'essayais de me distraire. Mais les pensées concernant Renate, notre mariage, la trahison ne me quittaient pas. Renate appelait plusieurs fois par jour. Finalement, j'ai décroché. Friedrich, sa voix était désespérée. S'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Je ne suis pas encore prêt, dis-je. Tu me manques. La maison est si vide sans toi. Aurais-tu dû y penser avant d'amener un autre homme dans notre lit? Un sanglot à l'autre bout du fil. Je regrette tellement. Je ferai n'importe quoi pour que ça n'arrive pas. Mais ce n'est pas possible, Renate. Ce qui est fait est fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas repartir à zéro? Suivre une thérapie? Je soupirai. Je ne sais pas. J'ai besoin de temps. Après une semaine chez Julia, je suis rentré à la maison. Non pas parce que j'étais prêt à pardonner à Renate, mais parce que je devais faire face à mes problèmes. La fuite n'était pas une solution. En remontant l'allée, j'ai vu Renate à la fenêtre. Elle m'avait entendu arriver. Lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée, elle était dans le couloir, incertaine quant à la façon de m'accueillir. « Bonjour », dit-elle à voix basse. « Bonjour », répondis-je en posant mon sac. « J'ai préparé du thé. Tu en veux une tasse ?» J'acquiesçai et la suivis dans la cuisine. Elle avait maigri en une semaine, ses vêtements flottaient sur son corps. De sombres cernes sous ses yeux témoignaient de nuits blanches. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, deux étrangers dans une pièce pourtant si familière. J'ai réfléchi, commençai-je. À nous, à ces dernières années. Elle acquiesça, attendant la suite. Je me demande si nous nous sommes perdus, quelque part en chemin. Si nous étions tellement pris dans nos routines que nous avons oublié de vivre vraiment l'un avec l'autre. Oui, murmura-t-elle. C'est exactement ce que je ressens. Comme si nous étions devenus des colocataires, et non plus des partenaires. Cela ne justifie pas ce que tu as fait, dis-je d'un ton ferme. Rien ne justifie cela. Je sais, dit-elle, les larmes montant à ses yeux. Il n'y a pas d'excuse. Juste une explication, peut-être. Je suis prêt à écouter. Elle prit une profonde inspiration. Quand Thomas a commencé à me faire la cour, je me suis soudainement sentie à nouveau, vivante. Vue. Non pas comme une mère, une grand-mère ou une femme au foyer, mais comme une femme. C'était grisant, cette sensation. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avalais ma salive. L'aimais-tu? Elle secoua la tête. Non. C'était de l'excitation, de la vanité peut-être. Mais pas de l'amour. C'est toi que j'ai toujours aimé, Friedrich. Toi et toi seul. Comment puis-je croire cela? Après tout ce qui s'est passé? Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Je peux seulement espérer que tu me feras à nouveau confiance un jour. Que nous trouverons un moyen de recommencer à zéro. Je fixai ma tasse de thé. Je ne sais pas si je peux faire ça, Renate. La brèche de confiance, elle est trop profonde.
Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Une bonne question. Qu'est-ce que cela signifiait? Notre mariage était-il terminé? Après toutes ces années, les souvenirs communs, les enfants et les petits-enfants? Je ne sais pas, dis-je sincèrement. Mais je suis prêt à essayer. Avec l'aide d'un professionnel, peut-être. Une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Vraiment? J'acquiesçai lentement. Oui. Mais ce ne sera pas facile. Et j'ai besoin de temps. Du temps, nous en avons, dit-elle doucement. Et j'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. À cet instant, je ne savais pas si nous y arriverions. Si les blessures pourraient un jour guérir. Mais je savais que je voulais essayer. Pas pour elle, mais pour moi. Pour toutes les années que nous avions passées ensemble. Pour l'amour qui, malgré tout, était encore là, quelque part au fond de moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, après une nuit agitée dans la chambre d'amis. J'avais insisté pour ne pas encore retourner dans notre chambre. L'idée de dormir dans le lit où Renate avait été avec Thomas me causait une nausée physique. Je me suis discrètement glissé dans la salle de bain, j'ai pris une douche et je me suis habillé. En descendant l'escalier, j'ai entendu Renate s'affairer dans la cuisine. Le parfum du café fraîchement infusé et du pain grillé flottait dans l'air. « Bonjour », dit-elle prudemment quand je suis entré dans la cuisine. « As-tu bien dormi ?»« Pas vraiment », répondis-je honnêtement en m'asseyant à la table. Elle posa une tasse de café devant moi au noir, avec un morceau de sucre, exactement comme je l'aimais. Un geste quotidien qui me parut soudainement important. Elle me connaissait, de fond en comble. Et pourtant, elle m'avait trompé. J'ai réfléchi, commençai-je en sirotant mon café. Je veux parler à Thomas. Renate se figea, la cafetière à la main. À Thomas? Pourquoi? J'ai besoin de le voir. De le regarder dans les yeux. De comprendre ce qui s'est passé. Friedrich, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dit-elle d'un ton inquiet. Que espères-tu en retirer? J'haussai les épaules. Je ne sais pas exactement. Peut-être des réponses. Peut-être une conclusion. J'ai rompu tout contact avec lui, dit-elle doucement. Juste après que tu l'aies découvert. Je lui ai dit que c'était fini, que je voulais sauver mon mariage. Cela ne change rien à mon désir de lui parler. Elle soupira. Je ne peux pas t'en empêcher. Mais s'il te plaît, ne fais rien que tu pourrais regretter plus tard. Après le petit déjeuner, je me suis rendu à la maison de Thomas Wallner, 3 maisons plus loin. Une maison familiale moderne, avec un jardin soigné et une plaque en laiton poli à côté de la porte, Thomas Wallner, agent immobilier. J'ai sonné, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Que allais-je dire? Que allait-il dire? La porte s'ouvrit, et il était là. De taille moyenne, bien bâti pour son âge, des tempes grisonnantes qui lui donnaient un air distingué. Il portait une chemise bleu clair et un jean foncé aux élégances décontractée, comme pour un rendez-vous. Ses yeux s'écarquillèrent quand il me reconnut. « Friedrich », dit-il, et sa voix sonnait incertaine. « Je ne m'attendais pas à te voir. »« Puis-je entrer ?» demandai-je, étonnamment calme. Il hésita un instant, puis se poussa de côté. « Bien sûr. » Son salon était aménagé dans un style moderne, des meubles minimalistes, de l'art abstrait au mur, un grand écran plat. Sur la table basse, un livre ouvert, Hemingway, Le vieil homme et la mer. À côté, un verre de vin rouge, alors qu'il était à peine midi. « Vous voulez boire quelque chose ?» demanda-t-il, visiblement nerveux. Je secouai la tête et m'assis dans un des fauteuils en cuir. Il s'assit en face de moi, les mains nerveuses sur les genoux. « Vous savez pourquoi je suis là ?» commençai-je. Il acquiesça lentement. « Renate m'a dit que vous étiez au courant. Que tout était fini. » Pourquoi? Cette question me brûlait les lèvres depuis des jours. Pourquoi ma femme? Vous auriez pu avoir n'importe qui, plus jeune, libre. Il ricana amèrement. Vous croyez que c'était planifié? Que j'ai délibérément cherché à séduire votre femme? N'est-ce pas ce qui s'est passé? Il secoua la tête. Non. C'est arrivé, tout simplement. À la fête des voisins. On a discuté, on a ri. Il y a eu une sorte de connexion entre nous. Et ça justifie qu'on détruise un mariage? Ma voix montait d'un ton. 38 ans, Thomas.
38 ans de mariage que vous avez souillés par votre égoïsme. Il baissa les yeux. Il n'y a aucune justification. J'ai été égoïste et irréfléchi. Mais croyez-moi, je n'ai jamais promis à Renate que je quitterais ma femme, ou quelque chose dans ce genre. C'était une liaison, rien de plus. Une liaison, répétai-je avec amertume. C'est aussi simple que ça pour vous? Un peu de plaisir aux dépens des autres? Non, dit-il fermement. Ce n'est pas aussi simple. J'ai perdu ma femme il y a 1 an, pas à cause de la mort, mais parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Plus jeune. Je sais ce que ça fait d'être trompé. Je le fixais, incrédule. Et malgré ça, vous faites la même chose à un autre homme? Où est la logique? Il passa une main dans ses cheveux. Il n'y a pas de logique. Seulement la solitude, le désespoir, et puis, cette connexion avec Renate. Elle me comprenait, elle m'écoutait. De fil en aiguille. Vous auriez pu dire non. Elle aussi. Oui, acquiesça-t-il. On aurait pu. Mais nous étions faibles. Tous les deux. Je me suis adossé, je l'ai examiné. Cet homme qui avait serré ma femme dans ses bras, qui lui avait chuchoté des choses que je ne connaissais pas. Je devrais le haïr, je voulais le haïr. Mais tout ce que je ressentais, c'était une profonde tristesse. Vous l'aimez? Demandai-je soudain. Il hésita, puis secoua la tête. Non. Pas comme vous l'aimez. Pour moi, c'était du réconfort, peut-être. Une fuite de ma propre réalité brisée. Et pour elle? Il faut lui poser la question. Mais je crois que, pour elle, c'était pareil. Une distraction, une aventure. Rien pourquoi elle aurait été prête à sacrifier son mariage. Je me suis levé. J'en avais assez entendu. Restez loin d'elle. De nous. Si jamais vous la regardez ne serait-ce qu'une seule fois. Je ne le ferai pas, m'interrompit-il. C'est fini. Définitivement. Je lui ai dit que je me retirais de votre vie. Je pense même à vendre la maison, à déménager. Faites ce que vous croyez bon, dis-je froidement. Mais tenez-vous à l'écart de ma famille. En quittant sa maison, je me sentais étrangement vide. La confrontation n'avait pas apporté la satisfaction que j'avais espérée. Pas de rage, pas de vengeance, seulement cette profonde tristesse omniprésente. Sur le chemin du retour, j'ai croisé Monsieur Croze qui vidait sa boîte aux lettres. Il m'a fait un signe de tête, incertain de l'attitude à adopter. Monsieur Croze, saluai-je en m'arrêtant. J'ai toujours votre smartphone. Excusez-moi de l'avoir gardé aussi longtemps. Pas de souci, dit-il avec gêne. J'espère que je n'ai pas. Enfin, je suis désolé si j'ai. Vous avez fait ce qu'il fallait, l'interrompis-je. Ce n'était pas facile, mais c'était la bonne chose à faire. La vérité est toujours préférable au mensonge, aussi douloureuse soit-elle. Il acquiesça, soulagé. Si vous avez besoin de parler. Je ne suis pas un expert, mais je suis prêt à vous écouter. Et j'ai un bon whisky. Je souris faiblement. Peut-être que j'y reviendrai. Merci. De retour à la maison, j'ai trouvé Renate dans le jardin, où elle désherbait mécaniquement. Elle leva les yeux quand je franchis le portail, son regard interrogateur. Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle prudemment. Étonnamment civilisé, répondis-je en m'asseyant sur le banc de jardin. Il m'a raconté sa version de l'histoire. Et elle se leva, essuya ses mains sur son tablier de jardin. Il dit qu'il ne vous aime pas. C'était juste, du réconfort, une distraction. Elle acquiesça lentement. Oui. C'était pareil pour moi. Pas d'amour, juste, une fuite de la routine. Est-ce que ça en valait la peine? Demandai-je doucement. Toute cette douleur, la destruction de notre confiance pour un peu d'excitation? Elle s'assit à côté de moi, pas trop près. Non, dit-elle fermement. Ça n'en valait pas la peine. Pas une seule seconde. Nous étions assis en silence l'un à côté de l'autre, entourés des rosiers que nous avions plantés ensemble, du pommier planté à la naissance de notre fils, du petit étang que nous avions aménagé quand les enfants avaient quitté la maison. J'ai pris rendez-vous avec une conseillère conjugale, finit par dire Renate. Pour la semaine prochaine. Si tu es prêt à essayer. J'acquiesçai lentement. Je suis prêt à essayer.
Pas parce que je t'ai pardonné ou ce n'est pas encore le cas. Mais parce que 38 ans méritent une seconde chance. Elle sourit à travers ses larmes. Merci. Je te promets que je ferai tout pour regagner ta confiance. Peu importe le temps que ça prendra. Je ne savais pas si c'était possible. Si les blessures pourraient un jour guérir complètement. Mais à cet instant, dans le jardin de notre vie commune, j'étais prêt à essayer. La première séance avec la conseillère conjugale, le docteur Wegner, fut plus difficile que prévu. Son cabinet était décoré dans des tons chauds, avec des fauteuils confortables et un éclairage discret à un espace censé inviter à la confidence. Pourtant, je me sentais mal à l'aise, exposé, comme si j'étais observé au microscope. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda le docteur Wegner après les formalités habituelles. Renate et moi étions assis côte à côte, mais avec une nette distance entre nous. Elle répondit la première. « J'ai trompé mon mari. Je voudrais sauver notre mariage, si c'est encore possible. » Le docteur Wegner hocha la tête et se tourna vers moi. « Et vous, monsieur Berger ?» Je m'éclaircis la gorge. « Je suis ici parce que 38 ans ne doivent pas être balayés d'un revers de main. Mais je ne sais pas si je pourrai jamais refaire confiance. » La confiance, c'est comme un miroir, dit calmement le docteur Wegner. Une fois brisé, on voit toujours les fissures. La question n'est pas de savoir si vous pouvez réparer le miroir, mais si vous pouvez apprendre à vivre avec les fissures ou si vous avez besoin d'un nouveau miroir. Les séances devinrent un élément permanent de notre vie une fois par semaine, toujours le jeudi à 4 heures. Nous parlions de tout, de la rupture de confiance, des années précédentes, de nos attentes, de nos déceptions, de nos désirs inavoués. « Quand avez-vous cessé de vous parler ?» demanda le docteur Wegner à la 3e séance. Renate et moi nous regardâmes, tous les deux déconcertés. « Nous n'avons jamais cessé de nous parler, dis-je. Nous nous parlons tous les jours. » « De quoi ?» insista le docteur Wegner. « Du quotidien. Des enfants. Des petits-enfants. De ce qu'il y a pour le dîner. Mais pas de vos sentiments? De vos désirs? De vos peurs ?» Nous restâmes tous les deux silencieux. Elle avait raison. À un moment donné, nous avions cessé de vraiment nous parler. Nous avions fonctionné, mais nous ne vivions plus. À la maison, nous avons commencé à être plus conscients l'un de l'autre. Renate me demandait comment s'était passée ma journée, non par politesse, mais par véritable intérêt. Je lui ai parlé de mes pensées, de mes petites joies et de mes soucis. Nous avons recommencé à dîner ensemble, sans télévision, juste nous deux à table, avec des bougies et un verre de vin. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours où le souvenir de sa trahison se dressait comme un mur entre nous. Des jours où je pouvais à peine la regarder sans avoir les images en tête, elle dans les bras d'un autre homme. Ces jours-là, je me repliais sur moi-même, passais des heures dans mon bureau ou partais faire de longues promenades seul. Mais il y avait aussi de bons jours. Des jours où nous rions, où nous nous remémorions les bons moments, où nous nous rapprochions à nouveau, prudemment. Un soir, environ 2 mois après la première séance de thérapie, nous étions assis sur la terrasse. C'était une douce soirée d'automne, les feuilles des arbres brillaient dans des tons dorés chauds, et le parfum des roses de Renate flottait dans l'air. « J'ai parlé à Julia au téléphone aujourd'hui », dit Renate en sirotant son verre de vin. Elle a demandé comment nous allions. « Et qu'as-tu répondu ?»« La vérité. Que c'est difficile, mais que nous y travaillons. Que j'espère que nous y arriverons. » J'acquiesçai lentement. « Je l'espère aussi. » Elle me regarda avec surprise. « Vraiment ? » « Oui, dis-je, et je le pensais. Je ne veux pas que tout ait été vain. Les bonnes années, les souvenirs. Je ne veux pas que la trahison éclipse tout. » Elle posa sa main sur la table, la paume vers le haut, une invitation silencieuse. Après une brève hésitation, je posai ma main dans la sienne. C'était la première fois depuis la découverte de la tromperie que nous nous touchions ainsi, intentionnellement, consciemment. « Je t'aime, Friedrich, dit-elle doucement. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même, pendant la relation. Aussi tordu que cela puisse paraître. » Je lui serrai légèrement la main. « Je ne comprends pas. Comment peut-on aimer quelqu'un et le blesser à ce point ? » « Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Peut-être était-ce de l'égoïsme. Peut-être était-ce la peur de vieillir, de devenir insignifiant. Peut-être était-ce l'attrait de l'interdit. Je suis moi-même encore à la recherche de réponses. Nous restâmes assis en silence,
main dans la main, observant le soleil se coucher et les premières étoiles apparaître dans le ciel. Tu te souviens quand nous avons montré les étoiles à Julia pour la première fois, demandai-je soudain. Renate sourit. Bien sûr. Elle avait 5 ans et voulait absolument savoir si les étoiles étaient faites de sucre, parce qu'elles brillaient tellement. Et quand Tobias a perdu sa première dent et l'a mise sous son oreiller, alors qu'il était déjà trop grand pour les contes de fées sur la petite souris? Il voulait juste être sûr de ne rien manquer, rit Renate. Il a toujours eu l'esprit pratique. Nous avons passé le reste de la soirée à échanger des souvenirs, les naissances de nos enfants, leurs premiers pas, nos vacances, les petits et grands moments de notre vie commune. C'était comme si nous feuilletions un vieil album photo poussiéreux, découvrant que les images étaient encore vivantes et colorées. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois dans le lit conjugal. Non pas pour faire l'amour où nous n'étions pas encore prêts à cela, mais simplement pour être à nouveau allongés l'un à côté de l'autre, entendre le souffle de l'autre, sentir la présence familière. Les semaines passèrent, se transformant en mois. Les séances de thérapie se firent plus rares, passant d'hebdomadaires à bi-hebdomadaires, puis à mensuelles. Le docteur Wegner semblait satisfaite de nos progrès. « Vous avez fait un travail acharné, dit-elle lors d'une de nos dernières séances. Tous les deux. C'est rare. Cela reste fragile, avouai-je. Comme si tout pouvait s'effondrer à nouveau à tout moment. C'est normal, assura-t-elle. Bâtir la confiance, c'est comme construire une maison où cela prend du temps et exige de la patience. Mais avec le temps, elle devient plus solide. Renate acquiesça. Je sais que je ne trahirai plus jamais sa confiance. Plus jamais. Le docteur Wegner sourit. Le plus important, c'est que vous ayez tous les deux recommencé à vous parler. À vraiment vous parler. Et à vous écouter. Par une soirée de décembre enneigée, presque 6 mois après la découverte de la tromperie, Renate et moi étions assis devant la cheminée. Dehors, de gros flocons de neige tombaient, et le feu crépitait agréablement. Nous avions décoré le sapin de Noël, avec les vieilles boules et les étoiles de paille que nous utilisions depuis des décennies. Friedrich, commença Renate, hésitante. J'ai réfléchi. À nous, à l'avenir. Je la regardais, attendant. J'aimerais que nous nous marions à nouveau. Renouveler nos vœux. Pas en grand, juste nous deux, peut-être les enfants. Un nouveau départ. J'étais surpris. Tu es sérieuse? Elle hocha la tête. Oui. Je veux te montrer que je suis sérieuse. Que je crois en nous, en notre avenir. Je réfléchis. Étais-je prêt à cela? Lui avais-je vraiment pardonné? Pouvais-je à nouveau croire en nous? Oui, dis-je finalement. Faisons-le. Au printemps peut-être, quand les roses fleuriront. Elle rayonna, les larmes aux yeux. Vraiment? Je pris sa main. Vraiment. Nous avons construit trop de choses ensemble pour tout abandonner. Et je t'aime encore, Renate. Malgré tout. Elle se blottit contre moi, et je passai mon bras autour d'elle. C'était juste, familier et pourtant nouveau. Comme si nous avions surmonté une épreuve difficile et en étions sortis plus forts. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le monde d'un manteau pur et blanc. Un symbole de nouveau départ, pensais-je. De seconde chance. Tu crois qu'on va y arriver, murmura Renate. Je l'embrassai sur le front. Oui, dis-je avec une conviction qui me surprit moi-même. Oui, je le crois. Dies chapitre 7, reflet du passé. Le printemps arriva tôt cette année-là. Dès le début mars, les premiers crocus sortirent de terre, et les bourgeons des arbres gonflèrent, prêts à éclore. La nature s'éveillait à une nouvelle vie, à un symbole approprié pour notre propre nouveau départ. Renate et moi avions décidé de célébrer notre cérémonie de renouvellement le 15 mai, le jour de notre mariage initial, il y a 39 ans. Ce serait une petite fête intime, uniquement avec nos enfants, leurs conjoints et les petits-enfants. Pas un grand spectacle, mais une tranquille affirmation de notre engagement mutuel. Un samedi d'avril, j'étais dans le jardin à tailler les rosiers, afin qu'ils soient en pleine floraison à temps pour la cérémonie. Le jardinage avait toujours quelque chose de méditatif pour moi, où les mains dans la terre, l'odeur du verre frais, le rythme régulier des cisailles. Puis-je t'aider? Renate se tenait à côté de moi, en jean et un vieux pull, les cheveux noués en un chignon pratique. Avec plaisir, dis-je en lui tendant un sécateur. La clématite a aussi besoin d'être taillée. Nous travaillâmes côte à côte en silence,
dans une agréable routine familière. Après un moment, je me suis redressé et j'ai contemplé notre jardin. Tu te souviens du premier jardin qu'on avait fait, ai-je demandé. Dans ce petit appartement avec le minuscule balcon? Renate a ri. Bien sûr. Tu avais absolument voulu planter des tomates, même s'il n'y avait presque pas de place. Et elles sont toutes mortes parce que le soleil ne tapait pas bien. Mais les herbes aromatiques ont survécu, me suis-je souvenu. Basilic, thym, romarin. Oui, et tu en mettais dans tous les plats, que ça aille avec ou pas. Nous avons ri tous les deux. Ça faisait du bien de rire ensemble, sans la tension constante qui nous avait accompagnés ces derniers mois. Friedrich, a dit Renate soudainement, avec gravité. Je voudrais te montrer quelque chose. Elle m'a entraîné dans la maison, dans son petit bureau, qu'elle utilisait depuis des années comme coin couture et pour ses loisirs. Elle a sorti un carnet en cuir d'un tiroir. J'ai commencé à tenir un journal. Après tout ce qui s'est passé. Le docteur Wegner me l'a suggéré, comme moyen de mettre de l'ordre dans mes pensées. Elle m'a tendu le carnet. Je veux que tu le lises. Tout. Mes pensées, mes sentiments, mes regrets. Je n'ai rien omis, rien édulcoré. J'ai pris le carnet avec hésitation. Tu es sûr? Elle a acquiescé. Oui. Plus de secrets entre nous. Plus jamais. Je me suis assis dans mon fauteuil du salon et j'ai ouvert le journal. L'écriture soignée de Renate, légèrement inclinée vers la droite, remplissait les pages. J'ai commencé à lire. 12 septembre. Aujourd'hui, Friedrich l'a appris. Tout s'est effondré. Le regard dans ses yeux, je ne l'oublierai jamais. Pas de colère, mais de la douleur, une douleur profonde et de l'incrédulité. Que ai-je fait? Comment ai-je pu faire autant de mal à l'homme que j'aime? Je me sens vide, honteuse, désespérée. 13 septembre. Friedrich est parti chez Julia. La maison est si vide sans lui. J'ai essayé d'appeler Thomas, mais j'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Que devrais-je lui dire? C'est fini, je le sais maintenant avec une certitude absolue. Ça n'aurait jamais dû commencer. 15 septembre. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger. Je pense constamment à Friedrich, je me demande ce qu'il fait, s'il reviendra un jour. S'il pourra un jour me pardonner. Je ne mérite pas son pardon, je le sais. Mais j'espère quand même, je prie pour ça. J'ai tourné les pages, j'ai lu ses nuits blanches, ses reproches, sa peur de me perdre à jamais. J'ai lu son soulagement quand je suis revenu, son espoir quand nous avons commencé la thérapie, ses doutes et sa détermination grandissante à sauver notre mariage. 24 novembre. Aujourd'hui, Friedrich a ri à nouveau pour la première fois, ri pour de vrai, pas ce sourire poli et distant des dernières semaines. Nous étions à table pour le dîner, et j'ai raconté une histoire idiote de l'époque, de nos vacances en Italie, quand il a essayé de commander en italien et a accidentellement commandé des baisers au lieu de poissons. Il a ri, et c'était comme de la musique à mes oreilles. Peut-être, juste peut-être, avons-nous une chance. 12 décembre. Aujourd'hui, Friedrich a dormi à nouveau dans le lit conjugal pour la première fois. Nous nous sommes juste tenus les uns aux autres, rien de plus. Mais c'était bien de sentir sa chaleur, d'entendre sa respiration. J'ai pleuré quand il s'est endormi. De soulagement, de gratitude. Je sais que j'ai encore un long chemin à parcourir pour regagner sa confiance. Mais je suis prête à parcourir ce chemin, chaque étape. Les derniers extraits étaient pleins d'espoir, pleins de projets pour notre avenir. Pour notre cérémonie de renouvellement des vœux, pour les voyages que nous voulions faire, pour du temps avec les petits-enfants. Quand j'ai refermé le carnet, j'avais les larmes aux yeux. Renate était assise en face de moi, attendant, vulnérable. Merci, ai-je dit doucement. Merci de m'avoir montré ça. Je voulais que tu saches ce qui se passait en moi. Que tu vois à quel point je regrette, à quel point je t'aime. J'ai acquiescé, incapable de parler. Les mots de son journal m'avaient profondément touché, ses remords, son amour, son espoir. Elle n'avait rien édulcoré, rien caché. C'était un acte de confiance absolue de me montrer ses pensées les plus intimes. Moi aussi, je t'aime, ai-je fini par dire. Et je crois en nous. En notre avenir. Elle s'est levée, est venue vers moi, s'est agenouillée devant mon fauteuil. Est-ce que je peux t'embrasser? Au lieu de répondre, je me suis penché et j'ai posé mes lèvres sur les siennes.
C'était notre premier vrai baiser depuis la trahison au tendre, prudent, comme une première rencontre. Et pourtant familier, comme un retour à la maison après un long voyage. Dans les semaines qui ont suivi, nous nous sommes préparés pour notre cérémonie de renouvellement des vœux. Nous avons écrit de nouvelles promesses de mariage, choisi de la musique, prévu un petit festin dans le jardin. Julia et Tobias ont participé aux préparatifs, heureux de voir que nous avions retrouvé le chemin l'un vers l'autre. « Je suis fier de vous », a déclaré Julia un soir alors que nous discutions de la décoration de la table. Peu de gens y seraient parvenus. Ce n'était pas facile, ai-je admis. Et ce ne sera plus jamais comme avant. Peut-être que ce sera mieux, a-t-elle dit, à ma grande surprise. Plus honnête, plus conscient. J'y ai réfléchi et j'ai dû lui donner raison. Renate et moi parlions maintenant plus ouvertement, nous nous écoutions, nous apprécions le temps passé ensemble plus que jamais. La trahison avait laissé une blessure profonde, mais de cette blessure avait surgi quelque chose de nouveau, une compréhension plus profonde l'un de l'autre, un amour plus conscient. Un après-midi, environ une semaine avant la cérémonie, on a sonné à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu Monsieur Croze debout, un bouquet de fleurs à la main. « Monsieur Berger » a-t-il salué, gêné. J'ai entendu dire que vous et votre femme alliez renouveler vos vœux de mariage. Je voulais vous féliciter et m'excuser si j'ai été trop direct à l'époque. J'ai souri et je l'ai invité à entrer. Vous n'avez rien à vous reprocher, Monsieur Croze. Au contraire. Sans vous, je n'aurais peut-être jamais découvert la vérité. Et cela aurait-il été si grave, a-t-il demandé doucement. J'ai réfléchi un instant. Oui, ai-je dit alors fermement. Car alors, nous aurions continué à vivre dans un mensonge. Maintenant, nous avons la chance de vivre quelque chose d'authentique, quelque chose d'honnête. Il a hoché la tête lentement. Je suis heureux que vous le voyiez ainsi. Tout le monde n'aurait pas eu la force d'affronter la vérité et d'en tirer une leçon. Nous avons bu un café ensemble et je l'ai invité à notre cérémonie. Il a accepté avec reconnaissance. La veille de notre cérémonie de renouvellement de vœux, Renate et moi étions assis sur la terrasse, les mains entrelacées, à contempler notre jardin. Les roses étaient en pleine floraison, leur parfum embaumait l'air. Tout était prêt, les chaises installées, la table dressée, les guirlandes lumineuses accrochées aux arbres. « Tu es nerveuse » a demandé Renate. « Un peu » ai-je admis. Mais d'une bonne manière. Comme à l'époque, lors de notre premier mariage. Elle a souri. Moi aussi. Cela me semble important. Significatif. Ça l'est, ai-je dit en lui serrant la main. Un nouveau départ. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Merci, Friedrich. Merci de m'avoir donné une seconde chance. D'avoir cru en nous quand je ne le méritais pas. J'ai embrassé ses cheveux. Nous méritons tous une seconde chance, Renate. Et parfois, il faut que quelque chose se brise pour qu'il puisse se reconstruire plus fort. Nous sommes restés longtemps dehors, jusqu'à ce que les étoiles apparaissent dans le ciel et que l'air nocturne se rafraîchisse. Demain, nous nous redirons oui devant nos proches. Non pas comme les jeunes gens inexpérimentés que nous étions autrefois, mais comme deux personnes qui avaient traversé le feu et s'étaient retrouvées de l'autre côté. Ce ne serait pas parfait, aucun mariage ne l'est. Il y aurait des jours où le souvenir de la trahison reviendrait, comme une douleur fantôme. Mais nous y ferions face, ensemble. Car si j'ai appris une chose pendant ces mois difficiles, c'est que le véritable amour ne réside pas dans la perfection, mais dans la volonté d'aimer malgré l'imperfection. Le jour de notre cérémonie de renouvellement de vœux s'est levé sous un soleil radieux. Lorsque j'ai ouvert les rideaux, la lumière dorée du matin a inondé notre chambre et a tout baigné d'une lueur chaude. Renate dormait encore, son visage détendu, paisible. Je l'ai regardé un instant, les fins fils argentés dans ses cheveux, les délicates ridules autour de ses yeux, signe d'une vie vécue. De notre vie commune. Silencieusement, j'ai quitté la pièce et suis descendu pour faire du café. La cérémonie devait commencer à 14 heures, mais je ressentais déjà un picotement d'excitation dans mon estomac. Pas de la nervosité, plutôt de l'impatience. Pendant que le café coulait, je suis sorti sur la terrasse. Le jardin était parfait, les rosiers en pleine floraison, la pelouse fraîchement tondue, les chaises blanches disposées en rangées, avec une petite allée au milieu. Au bout de l'allée se trouvait une arche décorée de fleurs, sous laquelle nous renouvellerions nos vœux de mariage. C'est magnifique. Je me suis retourné.
Renate se tenait dans la porte-fenêtre, en robe de chambre, une tasse de café à la main. Oui, c'est vrai, ai-je répondu. Tout est prêt. Elle s'est approchée de moi, et nous avons contemplé silencieusement notre jardin, ce lieu qui recelait tant de souvenirs, les premiers pas hésitants de nos enfants, les fêtes d'anniversaire, les barbecues entre amis, les douces soirées d'été à deux. Es-tu sûr de vouloir faire ça, a demandé Renate à voix basse. Il n'est pas trop tard pour. J'en suis sûr, l'ai-je interrompu doucement. Aussi sûr qu'à l'époque, il y a 39 ans. Elle sourit, le soulagement se lisant dans ses yeux. Moi aussi. Nous avons pris notre petit déjeuner ensemble sur la terrasse, parlant des derniers préparatifs, des invités qui allaient arriver. Julia et sa famille arriveraient plus tôt pour aider, Tobias et sa femme apporteraient le gâteau. As-tu aussi invité Monsieur Croze, demanda Renate en étalant de la confiture sur sa tartine. J'acquiesçai. Oui, hier. Il était surpris, mais content. C'est bien, dit-elle pensivement. Sans lui, nous ne serions pas là. Aussi étrange que cela puisse paraître. La vie prend parfois des tournures singulières, approuvai-je. Parfois, nous devons traverser l'obscurité pour apprécier à nouveau la lumière. Après le petit déjeuner, nous nous sommes préparés. Renate avait choisi un élégant tailleur crème, moi un costume gris foncé avec une cravate argentée. Nous avions décidé de ne pas être trop formels au pas de robe de mariée blanche ni de smoking noir. Ce n'était pas un mariage traditionnel, mais quelque chose de personnel, de spécial. Julia arriva avec son mari et ses enfants vers midi, chargés de fleurs et des dernières décorations. Tobias suivit peu après, balançant un magnifique gâteau à 3 étages que sa femme, pâtissière de formation, avait spécialement préparé pour nous. « Vous êtes superbe, dit Julia, en nous voyant habillés. Tellement heureux. Nous le sommes, dis-je en passant mon bras autour de la taille de Renate. Malgré tout. Ou peut-être justement à cause de ça. Les invités arrivèrent peu à peu, amis, voisins, anciens collègues. Monsieur Croze est également venu, dans un costume bien coupé, un peu hésitant, mais avec un sourire aimable. Vers 2h moins le quart, nous nous sommes placés devant l'arche fleurie. Notre voisin, Monsieur Schmitt, un ancien officier d'état civil à la retraite, avait accepté de diriger la cérémonie, pas officiellement bien sûr, mais avec la même dignité et le même sérieux. Quand tout le monde fut assis, il commença à parler. Chers amis, chères familles, nous sommes réunis aujourd'hui pour être témoins d'un événement spécial, le renouvellement des vœux de mariage de Friedrich et Renate Berger, après 39 ans de vie commune. Il parla de l'importance du mariage, des hauts et des bas, de la force de l'amour, qui peut résister aux tempêtes. Puis vint le moment de nos propres mots. Je pris les mains de Renate dans les miennes et la regardai dans les yeux. Renate, il y a 39 ans, je t'ai promis de t'aimer et de t'honorer, dans les bons comme dans les mauvais moments. À l'époque, je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait. Aujourd'hui, je le sais. Nous avons connu la joie et la douleur, les succès et les échecs, les rires et les larmes. Nous avons élevé des enfants et les avons laissés partir dans le monde. Nous nous sommes parfois perdus et retrouvés. L'année dernière a été la plus difficile de notre vie commune. Elle nous a menés au bord du gouffre. Mais elle nous a aussi appris ce qui est vraiment important, l'honnêteté, le pardon, la volonté de recommencer chaque jour. Je te promets aujourd'hui, les yeux ouverts et le cœur ouvert, que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Non pas avec l'amour aveugle de la jeunesse, mais avec l'amour clairvoyant de l'âge, qui connaît et accepte les erreurs, qui embrasse l'imperfection et y trouve la beauté. Les larmes montèrent aux yeux de Renate, et sa voix trembla légèrement lorsqu'elle commença. Friedrich, lorsque nous nous sommes dit oui il y a 39 ans, j'étais jeune et pleine de rêves. Aujourd'hui, je me tiens devant toi en tant que femme qui a fait des erreurs, qui est tombée et s'est relevée. Une femme qui n'a vraiment compris la valeur de ce que nous avons qu'en étant sur le point de le perdre. Je te remercie pour ta force, ta patience, ta volonté de pardonner. Je te promets d'honorer à chaque instant cette seconde chance que tu m'as donnée, que tu nous as donnée. Je te promets honnêteté, fidélité et un amour qui a traversé le feu et en est ressorti plus fort. Je te promets de travailler chaque jour à justifier ta confiance. Et je te promets de t'aimer non pas comme l'homme parfait, mais comme l'homme que tu es, avec toutes tes forces et tes faiblesses, comme tu m'aimes avec toutes mes imperfections. Nous avons échangé de nouvelles alliances ou de simples anneaux en or avec la date d'aujourd'hui gravée à l'intérieur. Lorsque M. Schmitt nous a invités à nous embrasser, j'ai doucement attiré Renate vers moi et j'ai posé mes lèvres sur les siennes. C'était un baiser plein de promesses,
plein d'espoir, plein d'avenir. Les invités applaudirent, et la fête commença. Nous avons mangé, bu, ri, dansé. C'était une célébration du nouveau départ, des secondes chances, de l'amour qui est plus fort que les erreurs et les échecs. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, je me suis retiré un instant et me suis assis sur le banc sous le vieux pommier. De là, je pouvais tout embrasser du regard, les guirlandes lumineuses qui se balançaient dans la douce brise du soir, les invités qui se tenaient en petits groupes et discutaient, Renate qui dansait avec nos petits-enfants, son rire qui résonnait dans le jardin. Monsieur Croze me rejoignit, un verre de vin à la main. Une belle fête, dit-il avec approbation. Et une cérémonie émouvante. Merci, dis-je. Et merci encore d'avoir eu le courage de venir me voir à l'époque. Il hocha la tête, pensif. Vous savez, j'ai longtemps hésité. À me demander si c'était bien d'intervenir. S'il n'aurait pas mieux valu se taire. Non, dis-je fermement. La vérité est toujours préférable au mensonge, aussi douloureuse soit-elle. Sans la vérité, il n'y a pas de véritable guérison, pas de véritable réconciliation. Vous êtes un homme sage, monsieur Berger, dit-il avec un léger sourire. Et un homme fort, en plus. Je secouai la tête. Pas fort. Juste humain. Avec tous les défauts et toutes les faiblesses. Renate nous rejoignit, les joues rosies par la danse, les yeux brillants. Puis-je enlever mon mari pour une danse? Je me levai et pris sa main tendue. Avec plaisir, ma chérie. Nous dansâmes sur une mélodie lente, enlacée, comme à notre premier mariage. Je sentais les battements de son cœur contre le mien, son souffle sur mon cou, ses mains chaudes dans les miennes. Heureux, murmura-t-elle. Oui, répondis-je sans hésiter. Et toi? Plus que je ne le mérite, dit-elle doucement. Je secouai la tête. Non. Autant que tu le mérites. Autant que nous le méritons tous les deux. La fête dura jusqu'à tard dans la nuit. Lorsque le dernier invité fut parti, Renate et moi restions seuls sur la terrasse, main dans la main, à regarder les dernières lumières qui scintillaient dans le jardin. Une journée parfaite, dit-elle. Oui, acquiesçai-je. Un nouveau départ. Crois-tu que nous y arriverons? Sur la durée? Je me tournai vers elle, pris son visage entre mes mains. Oui, je le crois. Non pas parce que nous sommes parfaits ou que notre amour est parfait. Mais parce que nous avons décidé de choisir à nouveau chaque jour, nous-mêmes, notre mariage, notre avenir commun. Elle sourit, les larmes aux yeux. Je t'aime, Friedrich Berger. Aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Et moi, je t'aime, Renate Berger. Avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Nous rentrâmes dans la maison, dans notre chambre à coucher commune, dans notre lit commun. Allongé à ses côtés, sa main dans la mienne, je savais avec une certitude qui me surprenait moi-même que nous allions y arriver. Que l'amour que nous éprouvions l'un pour l'autre était plus fort que la trahison qui avait failli nous séparer. Dehors, les étoiles brillaient dans le ciel, et la lune projetait sa lumière argentée à travers les rideaux. Un nouveau jour allait se lever, un nouveau chapitre de notre histoire. Une histoire d'amour et de trahison, de douleur et de guérison, de pardon et de nouveau départ. Notre histoire.